État totalitaire broyant l'individu contre société de contrôle pourvoyeuse d'un bonheur et de plaisirs superflus, tout semble a priori opposer les univers d'Aldous Huxley et de George Orwell. Et pourtant, un lieu à 40 km de Londres a réuni les deux hommes à la fin des années 1910. Une enclave hors du temps, fabrique des élites de l'Empire britannique, le prestigieux collège d'Eton. Ils se rencontrent dans cette salle de classe en 1917. Huxley sur l'estrade, Orwell derrière un pupitre, le maître et l'élève. Aldous Huxley connaît par cœur ses murs et les graffitis qui ornent les tables. Il y a suivi sa scolarité, comme tous les membres de la haute société britannique. Il y revient désormais comme professeur de français suppléant. Le jeune Eric Blair, le vrai nom de George Orwell, n'appartient pas à cette caste. À 14 ans, il obtient une bourse pour intégrer cette société d'héritiers qui lui est totalement étrangère. Pour ce fils d'un petit fonctionnaire de l'administration des Indes en charge du commerce de l'opium, la découverte de cet univers constitue un choc. La plupart des garçons scolarisés à Eton venaient de familles très riches. Leurs parents roulaient dans des Rolls et des Bentley. Ils étaient ducs, comtes, etc. C'étaient des gens extrêmement riches qui dirigeaient le pays. Mon père disait toujours que sa famille était de la haute moyenne basse société. Pour expliquer cela, haute société car c'est ce à quoi ils aspiraient, classe moyenne car c'est de là dont ils venaient, et classe inférieure car ils n'avaient vraiment pas d'argent. Plutôt que de se fondre dans les traditions du collège, Orwell se passionne pour le roman noir. Il s'initie à la magie vaudou pour se venger d'un élève qui le harcèle. L'enfant sage se mue en adolescent rebelle. Seul le professeur Huxley capte son attention. Bien malgré lui, car l'enseignant traîne son spleen à Eton. Lui qui rêvait d'une vie de romancier a été contraint d'accepter ce poste quand son père lui a coupé les vivres. C'était un désastreux professeur qui n'avait aucune autorité, qui était incapable de faire régner l'ordre, mais Huxley a mis vraiment l'amour de la langue et des mots dans les oreilles de ses jeunes élèves, et ça, je pense que c'est un apport qui est resté. Au contact du professeur Huxley, le jeune Orwell découvre Zola, Maupassant, Anatole France. Il écrit de la poésie et collabore au journal de l'école. La littérature, l'écriture deviennent pour l'adolescent récalcitrant un moyen de se faire une place dans le monde. Même s'il ne travaillait pas à Eton, il était capable de tenir une conversation intellectuelle avec n'importe qui, car il était très cultivé. Il passait le plus clair de son temps à lire. Il a lu tout ce qui était à sa disposition. Et cette étincelle qui lui a donné envie d'écrire est certainement née à Eton. Aucun des deux ne se plaît à Eton. Orwell accumule les mauvais résultats et décide de ne pas poursuivre ses études. Après 2 ans d'enseignement, Huxley démissionne de son poste. Il désire se consacrer pleinement à l'écriture, en finir avec ce qu'il appelle sa constipation poétique. L'univers clos et oppressant d'Eton servira de source d'inspiration aux deux écrivains. Il façonnera leur vision du futur, celle d'un monde cloisonné, immuable, hiérarchisé en société de caste où nul n'échappe à sa condition. Après leur passage à Eton, les deux écrivains empruntent des chemins opposés. En 1927, pendant qu'Aldous Huxley coule des jours heureux en Italie, George Orwell revient de Birmanie, où il a passé 5 ans dans les rangs de la police coloniale de l'Empire britannique. Quand il est rentré, il a dit à ses parents qu'il voulait devenir écrivain, ce qui les a agacés. Ils lui ont dit « Pourquoi as-tu abandonné un très bon travail de policier en Birmanie, bien payé, pour devenir un écrivain sans le sou ?» En d'autres termes, tu entraînes la famille vers les tréfonds où tu sembles vouloir aller. C'est une des raisons pour laquelle il a changé son nom. Eric Blair est devenu George Orwell pour protéger sa famille. Il écrit plusieurs romans, il a beaucoup de mal à se faire publier au départ, donc il a des débuts un peu difficiles, mais en même temps il s'en accommode aussi parce que c'est son choix de vivre
au plus près de ceux qui sont finalement les victimes du système. Assez vite, il a quand même développé cette idée que c'était du prolétariat que viendrait la solution et la révolution, et qu'il valait mieux être de ce côté-là, finalement. Les années 30. Une période charnière dans la vie des deux écrivains. Si Huxley s'inquiète de la montée en puissance des extrêmes, il se tiendra toujours à l'écart de toute forme d'idéologie. George Orwell, lui, est un militant socialiste chevronné qui voit dans la révolution sociale espagnole un espoir de changement. En 1936, il part à Barcelone se battre contre les forces nationalistes de Franco. L'écrivain rejoint les rangs du POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qu'il décrit comme une sorte de microcosme de la société sans classe. Et ça le ravit, parce que lui qui pensait que c'était pas possible, que la société était irrémédiablement découpée en classes sociales infranchissables, là tout le monde se mélange. Et il se dit, donc c'est possible. Et il y a un fol espoir en fait qui naît de ces journées. Donc il part d'abord sur le front d'Aragon. Ils sont bien contents de le récupérer parce que lui, au moins, il a une formation de militaire, hein, donc il sait manier un fusil. Donc il devient instructeur, en fait, parce qu'il y a des tas de jeunes gens qui n'ont jamais manié une arme de leur vie. Et bon, on se bat sur le front d'Aragon. C'est pas, on colle pas des affiches, hein, on tire des coups de fusil. Donc il devient instructeur. Et puis Orwell, il aimait bien se bagarrer. Hein, c'était un peu dans son tempérament. Et là, il est blessé, il prend une balle dans la gorge. Alors ça, c'est complètement incroyable. Une balle lui traverse la gorge. Et aucun organe vital n'est touché. Il est juste blessé au larynx, ce qui va lui donner une extinction de voix qui va durer quelque temps. Et puis après, je pense qu'il va conserver dans sa voix un petit voile qui va lui rester toute sa vie. Trahi par Staline et le Parti communiste, qui ne veulent pas d'une révolution en Espagne, Orwell et ses frères d'armes sont menacés. En juin 1937, l'écrivain anglais doit quitter à la hâte la Catalogne pour échapper à la prison. À son retour à Londres début juillet, son rêve d'une révolution fraternelle et libertaire s'effondre quand il découvre les informations mensongères diffusées par la presse communiste. Aussi surprenant que cela puisse paraître, George Orwell a lui-même été un rouage de la machine à trafiquer l'histoire. En 1941, il est correspondant pour la BBC, en charge de la propagande vers l'Inde, qu'il doit convaincre de participer à l'effort de guerre contre les nazis. Il s'exécutera sans sourciller durant 2 ans, avant de démissionner. J'ai l'impression que si je retourne à ma vie de journaliste et d'écrivain, je serai plus utile que je ne le suis à présent. Pendant la guerre, les trajectoires des deux écrivains se croisent à nouveau. George Orwell découvre le roman de son ancien professeur et s'empresse d'en rédiger une critique acerbe. Le meilleur des mondes de M. Aldous Huxley était une bonne caricature de l'utopie hédoniste. Le genre d'événement qui semblait possible et même imminent avant l'apparition d'Hitler, mais qui n'avait aucun rapport avec le futur tel qu'il se dessine. Voilà qui est bien. Ce vers quoi nous nous dirigeons en ce moment ressemble davantage à l'Inquisition espagnole, ou probablement bien pire, grâce à la police secrète. Il y a très peu de chances d'y échapper, à moins de pouvoir rétablir la croyance en la fraternité entre humains. Je comprends qu'Orwell, durant la Seconde Guerre mondiale, vers 1940, se soit montré agacé vis-à-vis de la vision d'Huxley, qu'il trouvait un peu trop intelligente, trop complaisante avec la montée d'Hitler. Il considérait Huxley comme un intellectuel enfermé dans sa tour d'ivoire. Au même moment, de l'autre côté du Channel, un homme se bat pour survivre. Journaliste dans la dèche, George Orwell explore les bas-fonds de Londres, partage le quotidien des vagabonds, écrit sur leurs conditions de vie. Mais il ne parvient pas à vivre de sa plume et enchaîne les petits boulots. Jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate.
L'Europe bascule dans le chaos et désormais la majeure partie du continent vit sous dictature. En 1943, Orwell écrit La ferme des animaux, satire dans laquelle il dénonce le stalinisme et les dérives de la révolution bolchevique. George Orwell a 40 ans et pense déjà à son prochain roman. L'histoire d'un régime totalitaire, cauchemardesque et destructeur. 1984, au départ, devait s'appeler The Last Man in Europe, le dernier homme en Europe. Donc, ça voulait dire la destruction. C'était une trilogie au départ, qui s'appelait Les Vivants et les Morts. Donc, il y avait un premier tome qui n'a jamais été écrit. La ferme des animaux constituait le deuxième volet. Et le troisième et dernier, c'était le dernier homme. La fin, c'est la fin. On a tout détruit. « 1946. Londres n'est plus qu'un champ de ruines. George Orwell fuit la capitale et embarque sur un ferry. Direction l'île de Jura, en Écosse. Une terre pelée et austère, cernée par les rochers et peuplée de cerfs, qui deviendra son refuge d'écriture. Un lieu insaisissable, écrit-il, où il va s'atteler à la rédaction de son grand œuvre. À 1000 lieues du confort ouaté d'Aldous Huxley, il emménage dans ce cottage isolé à Barn Hill. 4 murs, une machine à écrire, du tabac. Orwell n'a plus rien à perdre. Sa jeune épouse Eileen vient de mourir des suites d'un cancer. Il se retrouve veuf et père d'un jeune garçon adopté, Richard, 3 ans. Richard Blair vit aujourd'hui à Long Islington, dans le centre de l'Angleterre. Quand on était dans la maison, vous pouviez entendre les tap-tap de la machine à écrire de mon père, dans sa chambre à l'étage. Chaque soir, sa jeune sœur Avril montait lui porter une tasse de thé. Et il était là, dans sa chambre, avec un chauffage à huile qui faisait beaucoup de fumée. Les fenêtres fermées, et il fumait comme un pompier. Il était vraiment un très gros fumeur. À 44 ans, Orwell souffre de la tuberculose. Il sait que son temps est compté. Alors il tape sur le clavier à longueur de journée et fume comme un sapeur jusqu'à en cracher ses poumons. Il travaille dans son lit déjà parce que le médecin lui a dit « vous bougez pas de votre lit, ça suffit les bêtises ». Il tousse, il a des pneumonies à répétition, il crache du sang, enfin il est malade quoi. Alors il n'avait pas trouvé de dactylo à Jura, évidemment, loin de tout. Il n'avait pas trouvé quelqu'un qui pouvait dactylographier son texte et c'était lui qui le faisait. Donc vous imaginez les énormes machines à écrire qui devaient peser 15 kilos et il avait ça dans son lit et il tapait à la machine, ça n'a pas dû arranger sa santé. Et je pense qu'il a travaillé dans un état, je pense qu'il travaillait tout le temps. Il était pressé d'écrire ce texte, il avait toutes ses idées en tête et c'était une course contre la montre. 1984 est publié le 8 juin 1949. Malgré ses doutes, le roman s'impose immédiatement comme un chef-d'œuvre. Winston Churchill racontera l'avoir lu 2 fois. Et Big Brother deviendra pour des millions de lecteurs la figure ultime du totalitarisme. Aldous Huxley reçoit le livre de son ancien élève en Californie, où il vit depuis 1937. Cette fois, il adresse une lettre à Orwell. D'ici la prochaine génération, je pense que les leaders mondiaux découvriront que le conditionnement des enfants et que l'hypnose sous narcotique sont plus efficaces en tant qu'instrument de gouvernance que les matraques et les prisons. Et que la soif de pouvoir peut être tout aussi bien satisfaite en suggérant au peuple d'aimer sa servitude, plutôt qu'en le frappant et en le flagellant pour qu'il obéisse. En d'autres termes, je sens que le cauchemar de 1984 est destiné à moduler le cauchemar d'un monde ressemblant plus à ce que j'ai imaginé dans le meilleur des mondes.
Jamais les deux auteurs ne parviendront à trouver un terrain d'entente. George Orwell aura juste le temps de lire la réponse d'Huxley avant de mourir à 46 ans, moins d'un an après la parution de 1984. En janvier 1949, il a quitté l'île de Jura pour la dernière fois. J'étais avec lui dans la voiture. Il a été transféré à l'hôpital universitaire de Londres en octobre 1949, où il est resté jusqu'à sa mort en janvier 1950. Richard Blair était sur le point de fêter son 6e anniversaire au moment de la disparition de George Orwell le 21 janvier 1950.